السلام عليكم الزول في اللون. بون سوار صحة فطوركم من بعد الفطور بيان سور. يوم العلم la journée du savoir commémorée chaque année en Algérie le 16 avril. Elle a été instaurée en 1976. Cette date avait été choisie pour coïncider avec celle de la disparition de Abdelhamid Ben Badis. Abdelhamid Ben Badis, journaliste, fondateur du journal Al-Muntaqid, puis de Shihab, et leur principal rédacteur, où il exprime ses aspirations et ses idées pour un islam réformé et adapté à son époque. Son credo politique était شعب المسلمون عربي شعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب. Le peuple algérien est musulman et à l'arabité il s'apparente. Il prônait une identité qui repose sur trois dimensions: l'algérianité, l'islam, l'arabité. Mais il se présentait lui-même sous le nom de Abdelhamid As-Sanhaji, de la grande tribu berbère des Sanhaja. C'est lui qui a créé l'association des ulama musulmans algériens en 1931. Le choix du 16 avril et cette association avec la personnalité de Ben Badis procédait d'un choix culturel, puisqu'elle se veut la journée du livre, le livre dans son acception universelle et non pas seulement religieuse. Une décision politique en fait, mais une décision d'ouverture au savoir, à l'alphabétisation, à la culture, à l'élévation du niveau culturel, à une généralisation de qualité de l'instruction, à une massification des bibliothèques, etc. Mais malheureusement, Youm el-Ilm est comme toutes les autres initiatives du même tonneau, même fonds de commerce stérile, comme toutes les autres formulations du genre, très belles mais vidées de leur sens, comme Algérie démocratique, ANP, digne héritière de la LN, Commission indépendante de surveillance des élections, Assemblée nationale, Conseil constitutionnel et tellement d'autres énonciations du genre qui ne sont qu'autant de mots creux, sans prise aucune sur la réalité. Il en est de même pour Youm el-Ilm, une commémoration stérile, une autre façade pour tromper l'ennemi, cet ennemi qu'est le peuple, et aussi pour masquer une réalité autrement plus médiocre. Dans un pays où la culture n'a plus cours, ni le livre, ni le savoir. Un pays qui s'est, excusez-moi pour ce terme, bégarisé, pour reprendre ce vocable du génie populaire, un pays où la jeunesse ne sait pas ce que veut dire une salle de cinéma, ce qu'est un théâtre, où les bibliothèques sont très rares, où le niveau de l'enseignement depuis le primaire jusqu'au supérieur figure parmi les plus bas du monde, où un despotisme obscur et mafiocrate sévit sur les multitudes anesthésiées, hébétées par la propagande, où la médiocrité est devenue systémique au pouvoir. En vérité, et pour donner leur sens aux mots, Youm el-Ilm ne veut plus rien dire. Il n'est plus rien d'autre qu'une commémoration de pure forme.
Youm el-ilm, ni science ni conscience. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Sadr Sellam, historien depuis Paris, et Dr Mohamed Lamine Chiban, médecin et militant, membre fondateur de Wafa, depuis Ain Melilla. Sadr Sellam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci. Alors, Sadr Sellam sur Youm el-Ilm, sur la personnalité de Abdelhamid Ben Badis, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? D'abord, il faut rappeler l'historique de cette célébration. On est en 1967 où le pouvoir algérien décide de s'occuper d'histoire et de mémoire. Donc c'était quelques mois avant le rapatriement des cendres de l'émir Abdelkader de Damas. Et beaucoup de responsables, de ministres ont dit qu'il faut aussi célébrer la personne de Ben Badis. Or, Boumedienne s'est opposé à ce qu'il y ait une célébration de la mémoire du Cheikh Ben Badis. Donc, eu des débats internes, célébration de Ben Badis, donc dire célébration de la mémoire de l'Islah, mouvement réformateur, et non pas réformiste. Et donc, on s'est mis d'accord pour autour du mot ilm, qui est la même racine qu'on là-bas, et on s'est mis d'accord sur cette date du 16 avril, qui est la date de la mort du Cheikh Ben Badis, parce qu'aucun des ministres ne connaissait, et Boumedienne en premier, ne connaissait la date de naissance du Cheikh Ben Badis. Et là, il faut creuser dans la psychologie de Boumedienne pour essayer de savoir pourquoi il s'opposait à une célébration nominale. Et on est éclairé par un autre récit donné par le regretté Mahmoud Qadesh, qui a été reçu par Boumedienne, qui lui a dit vous pouvez écrire l'histoire de l'Algérie, il faut éviter de citer les noms propres. Donc ça donne une idée de la mentalité de Boumedienne à l'époque. En 67, Boumedienne était conscient de son déficit de légitimité, d'abord politique, 2 ans après le 19 juin 65, et il était conscient qu'il n'avait pas la légitimité historique des gens qui ont milité avant le 1er novembre. Or lui, Boumedienne n'est ni un ancien de l'OS, ni un ancien de 22, il est venu en mars 1955. Je pense que c'est à cause de ça qu'il ne voulait pas qu'il y ait des personnalités célébrées qui lui fassent de l'ombre à l'époque. Et ça ne change rien aux autres qualités qu'il avait à l'époque. Il avait les défauts de ses qualités. Donc voilà comment on a choisi cette date. Et donc ça montre que le pouvoir algérien s'est soucié de problèmes de mémoire 5 ans avant le pouvoir français actuel. Très intéressant cette anecdote historique et cette analyse du profil de Boumedienne qui en effet ne voulait que personne ne lui fasse de l'ombre. Mais au sujet de Youm el-Ilm, qu'est-ce qu'ils entendent par Youm el-Ilm? Est-ce que l'ilm dans son acception théologique, dans son acception, j'allais dire, exégétique, ou alors l'ilm, le savoir dans son sens plus global, plus profane, qui est la science, le savoir. Et d'ailleurs, je rappelle que Youm el-Ilm est aussi la fête du livre, hein, et le livre dans son acception universelle. Hein. Sadr Sellam. Oui, c'est dans tous les sens du mot ilm, pas seulement le savoir religieux. Je pense que Boumedienne reconnaissait l'apport de l'association des ulama en matière de lutte contre l'ignorance, et il voulait aussi montrer que lui, il est dans la continuité, il est en train d'ouvrir ses écoles un peu partout, pour montrer l'effort de l'Algérie nouvelle en matière de scolarisation, d'éducation. Mais puisque
vous avez parlé de livres. Il faut se souvenir qu'au dernier salon international du livre d'Alger, il y a eu une tentative d'interdiction d'un livre de Hamid Ben Badis et d'un autre livre de Cheikh Omar Kelmili, un des adjoints de Ben Badis à l'association des ulama. Donc, avant de parler des bilans culturels, éducatifs, etc., il faut s'interroger sur l'attitude actuelle de certains courants politico-culturels qui ont la hargne de Ben Badis. Nous allons y venir, Sadr Sillam. Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci d'avoir accepté notre invitation. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je salue votre invité. Sadr Sillam. Oui, je vous écoute, si je m'aime. Alors, sur la personnalité de Abdelhamid Ben Badis, rappelez-vous, au plus fort du Hirak, le régime avait sorti du chapeau, ou plutôt de la casquette, ce fameux slogan Badisiyin Novambariyin, cette association très curieuse, très étrange. Mais c'est oublié que Abdelhamid Ben Badis était d'abord un réformiste. Je ne suis pas très versé dans ces matières-là, mais je crois savoir qu'Abdelhamid Ben Badis était contre l'obscurantisme, contre certains mouvements dits, comment on dit, confrériques qui plongeaient le musulman dans l'ignorance, dans la superstition. Abdelhamid Ben Badis était un réformiste et quelqu'un qui voulait que l'islam soit adapté à l'époque, que l'islam soit adapté au siècle. Mohamed Lamine Chibane. Oui, absolument. Il était vraiment ouvert, Hamid Ben Badis. Et dans ce sens-là, justement, son but, c'était d'abord instruire le peuple algérien. Et l'opposition, elle est venue de la part de certaines, il faut bien préciser, certaines Zawiya Soufiya, des canaux, ils ne voulaient pas d'ailleurs, ils sont arrivés même jusqu'à la tentative de l'assassiner. Et voilà, donc il a toujours dit, Abdelhamid Ben Badis, il était pour juste. Mohamed Lamine Chibane? Est-ce que nous avons perdu Mohamed Lamine Chibane? Je vous entends. Ah là, on vous entend. Allez-y, je vous en prie, poursuivez. Je ne vous entendais plus. Donc, je disais que Abdelhamid Ben Badis, Mohamed Lamine Chibane, on vous entend très bien. Il y a des coupures. Je vous laisse entre les mains de la régie. Je reviens à vous dans quelques instants, le temps de réparer ce dysfonctionnement. Sadr Sillam, avant d'en arriver au ilm en lui-même en Algérie, à Youm al-Ilm, en Algérie, malheureusement, il se trouve que les manipulations politiciennes, un pouvoir qui veut coûte que coûte se maintenir contre vents et marées, contre la volonté populaire, mais pas seulement, et surtout ces manipulations qui ont infecté le corps social à un point où l'islam, d'une façon générale, est devenu une sorte de terrain de confrontation idéologique. D'un côté, certains qui tentent de se l'accaparer pour parler en son nom, pour s'imposer aux multitudes au nom d'un Dieu qu'ils croient pouvoir confisquer. En face, un autre courant dit laïque, mais que certains préfèrent qualifier de laïciste, et qui fait feu de tout bois, non pas contre l'islamisme, mais contre l'islam lui-même, contre tout ce qu'il peut représenter, qui fait fi de toutes les actions salvatrices comme celle de Abdelhamid Ben Badis, qui a tout fait pour réformer les vieux burnous, comme on dit, pour réformer ces vieilles traditions très obscurantistes. Comment en est-on arrivé là et comment pourrait-on en sortir? D'abord, le projet de Ben Badis n'était pas seulement un projet purement scolaire et pédagogique.
Et la preuve, c'est la réaction très hostile de l'administration. Il faut se souvenir que Ben Badis a commencé par apprendre l'alphabet à des enfants qui étaient abandonnés par l'école française. Il a été convoqué par le commissaire de police une première fois, qui lui demandait d'arrêter. Comme il ne l'a pas écouté, il a été convoqué par le sous-préfet, puis par le préfet de Constantine. Et comme ça ne donnait rien, il a été convoqué dans le bureau du gouverneur général à Alger, en présence de son père. Son père qui était un notable constantinois, qui était délégué financier, qui a bénéficié des prêts, des crédits fonciers pour acheter des terres dans la région de Roub, etc. Et le gouverneur a proposé un marché à Ben Badis. Abdelhamid, il lui a dit, si tu arrêtes ton enseignement, nous prononcerons un moratoire pour toutes les dettes de ton père. Ben Badis a demandé une semaine de réflexion. Il est rentré à Constantine et il a précipité la publication du numéro de Montaqed à l'époque. Il a écrit un éditorial qui commence par dire « C'est dans le bureau du gouverneur que j'ai compris pourquoi Mohamed Ben Abdallah n'avait ni père ni frère, par l'intermédiaire desquels on pouvait faire pression. » Et il a écrit par ailleurs, j'ai découvert aussi, moi qui ne parlais jamais de politique, qui n'attaquait jamais la France, ni le préfet, ni le gouverneur, que le principal allié du colonialisme, c'était l'ignorance. Et le fait de combattre l'ignorance constituait un casus belli pour le colonialisme. Et il faut se mettre dans le contexte de l'époque. On a un rapport très précieux, mais qui n'a pas eu la chance d'être réédité. C'est le rapport de 330 pages d'Augustin Berg, qui était à la direction des affaires indigènes, daté de 1932, donc quelques mois après la déclaration à la préfecture des statuts de l'association des ulama. Il faut se souvenir que Ben Badis a commencé en 1913 et que l'association des ulama n'a été déclarée qu'en 1931. Donc, le gouvernement général, le gouverneur en personne, était très inquiet. Il a commandé un rapport à Augustin Berg, qui était arabisant, chargé des affaires musulmanes par la suite. Et il a rédigé 330 pages où il parle des virtualités politiques de Ben Badis. L'administration elle-même a découvert que Ben Badis ne se contentait pas de scolarisation, il voulait ressusciter la personnalité algérienne qui était menacée par une politique arabophobe. C'est Augustin Berg qui le dit. Il dit à partir de la Première Guerre mondiale, la politique du gouvernement général, c'était de combattre l'arabe classique. Et c'était comparable à la politique du Daïr berbère au Maroc, qui combattait l'arabe dans les régions reculées. Et Ben Badis, qui avait la possibilité de faire une telle carrière en Orient, où il a été à la Zitouna, il a qualifié à le top niveau du diplôme de la Zitouna, puis il a séjourné à Médine, où il a rencontré le Cheikh Béchir Ibrahimi, qui était au cours à la Haram al-Madani à l'époque. Il aurait pu faire carrière de qualité. Il a enseigné à la grande mosquée de Médine. Hein? Le Cheikh Béchir, oui. Oui. Et qu'il avait précédé en nom. Mais ce sont les réfugiés algériens qui étaient, le siècle précédent, installés en Orient, qui leur ont dit aux deux, des jeunes aussi brillants que vous, rentrez en Algérie pour défendre l'islam et la langue arabe, qui étaient les composantes de la personnalité algérienne. Et Ben Badis a montré qu'il débordait sur le plan politique quand il a eu cette trilogie. Ma religion, c'est l'islam, l'arabe, c'est ma langue, et ma patrie, c'est l'Algérie. Donc, Augustin Berg a découvert qu'il avait des desseins politiques. Mais en même temps, Sadr Sellem, pour bien montrer qu'il ne reniait pas sa matrice, son identité matricielle berbère, il se présentait toujours comme étant Abdelhamid Al-Sanhaji. Oui, il était un descendant
les Sanhaja qui ont fondé l'État de Bani Hamad, de la Qal'a. Oui. Oui. Et lui, il a, évidemment, ces problèmes que nous vivons aujourd'hui, les pots de banane qu'on oublie sous mes pieds pour créer de faux problèmes identitaires, Baptiste les a réglés. Et il faut se souvenir que quand il a pu s'occuper du travail en France, en 1936, il a tenu compte du fait que la majorité des travailleurs étaient originaires de Kabylie. Il a nommé le Cheikh Fodil Louafilani. Oui. Il parlait en kabyle à des travailleurs qui ne parlaient ni français ni arabe. Donc il était d'un réalisme absolu. Et le Cheikh Fodil était un élève de Ben Baptiste à Constantine, avant d'émigrer. Mais il faut se souvenir que Ben Baptiste n'avait pas la latitude ni la marge de liberté qui permettait à Messali de parler d'indépendance en France. Il y avait les groupements de gauche, les syndicats qui étaient... S'il avait parlé d'indépendance, il aurait été arrêté avant le coucher du soleil. Mais à l'époque, Sadr Selem, quasiment personne ne parlait d'indépendance. Dans le meilleur des cas, les gens parlaient d'assimilation, d'avoir les mêmes droits que les Juifs et les Français de souche, les Français pieds noirs. On parlait très peu d'indépendance, très peu de gens... Non, oui. mais Sali parlait d'indépendance à partir de 1926. D'accord. Mais à Paris, il ne restait rien. Eh bien, on a appris grâce au regretté Belkacem Saadallah, qui est le plus grand historien à l'échelle du monde arabe, mais que son nom est censuré en France. Saadallah a enquêté chez les notables de Constantine. Il a recueilli ce témoignage incontestable. Quelque temps avant sa mort, Ben Baptiste a dit si la France organise des élections sans fraude, je demanderai aux ulama de voter pour Messali. Et il a dit en présence de Mohamed Salah Ben Jelloul, son médecin, qui était son cousin aussi, il lui a dit je ne voterai pas pour toi, j'appellerai à voter pour Messali. C'est clair. Donc il y avait une politique des étapes, un peu à la Bourguiba. Ils ont dit le Front populaire a promis de lutter contre les inégalités. Eh bien, allons à Paris pour réclamer l'égalité, mais ils sont revenus bredouilles. Mais obtenir l'égalité, la liberté pour l'enseignement, l'application de la loi de 1905 à l'islam, ça aurait été quelque chose de substantiel. Mais même ça, le Front populaire a été aveugle, il n'aura pas accordé ça. Mais les dessins de Ben Baptiste Ulama n'étaient pas déclarés. Ils s'abritaient derrière l'enseignement, le culturel, le religieux, mais ils avaient des objectifs politiques. Ils n'en faisaient pas moins de la politique. Mais restez avec nous, Sadr Selem, je reviens à vous. Docteur Mohamed Lamine Chibane, j'espère que le problème a été réglé, qu'on peut vous entendre. Inch'Allah. Très bien, très bien. Parfait. Je vous laisse reprendre ce que vous disiez. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre invité, c'est Selem. Abdelhamid Ben Badi, c'était effectivement un véritable démocrate. Est-ce que vous savez, lorsque a été créé le 5 mai 1931 l'association des oulémas, il était absent, il ne voulait pas assister. Il ne voulait pas assister à la réunion. Et puis, c'était un monsieur qui était d'abord fier de son origine berbère, parce que, comme vous le dites si bien, c'est Jamal Bin, il est à Sanhaj, justement. Et puis, il était aussi ouvert aux autres courants. Il avait beaucoup d'amis communistes. C'est cela, peut vous le dire. Mais en arabe, permettez-moi de vous interrompre, docteur Mohamed Lamine Chibane. La traduction véritable de Sha'b al-Jazairi Muslimun ou al-Aroubati intasib. Comment pourrions-nous traduire Comment pourrions-nous traduire exactement wa ila al-Aroubati intasib? Il a commencé par dire que Sha'b al-Jazairi Muslim. Parce que rappelez-vous que les années 1900, la Vigerie, ce qu'il a fait comme dégâts à la Vigerie, hein, oui. En essayant d'évangéliser beaucoup de citoyens algériens. Et donc il a dit Sha'b al-Jazairi Muslimun. Mais il a l'Urouba yantasib toujours, il dit c'est au nom de l'islam.
Mais à l'époque, alors qu'il n'y avait pas encore de mouvement identitaire, il n'a pas dit Sha'bul Jazairi Muslimun wa Arabi. Il a dit Sha'bul Jazairi Muslimun wa ila al-Urubati yantasib. Il s'apparente par la culture, par d'autres liens. Et ce qui nous unit, c'est le Coran, le Coran. Oui. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite où les Indonésiens ne sont pas arabes, les Pakistanais ne sont pas arabes, les Afghans ne sont pas arabes, les Malaisiens ne sont pas arabes, c'est les plus grands peuples musulmans. Oui. Alors je vous dis, si Jamel, parmi les membres fondateurs si vous permettez, je continue, parmi les membres fondateurs de cette association, il avait des oulémas qui étaient francophones. Yamin Yamoudi. D'ailleurs, c'est un chénite, Daouad Souf. Et puis, M. Ahmed Rira Chouchou, un grand bilingue, un artiste. Il apprécie la musique. Donc, vous voyez, ce n'était pas un extrémiste comme certains veulent nous faire croire. Voilà, donc Ben Dadis, c'est un monsieur, il est vrai qu'il est fier de son origine, il part du principe les vrais hommes du progrès, comme le dit M. Ernest Renan, les vrais hommes du progrès sont ceux qui ont pour point de départ un regard profond du passé. Oui. Qu'est-ce qu'un peuple sans son passé? أمة لا تاريخ لها لا حاضر لها ولا مستقبل لها. Et là, je continue, ce qu'avait dit Sisselem, justement, ce monsieur, ce Ben Dadis, il était d'abord pour l'instruction. Il a commencé par Dar al-Hadith, qui est une sorte d'institut à Tlemcen. Il a né du Taraqi. C'est là où a été justement annoncée la création de l'association des oulémas à Alger, où il y avait Taïb al-Uqbi. Il y avait aussi le Nadi Talaba à Constantine. Et puis, croyez-moi, combien de centaines d'écoles ont été ouvertes sous Ben Dadis. Le fameux café Nejma à Constantine, si je ne m'abuse. Le fameux café Nejma, où il allait de temps en temps. C'était un monsieur Chabi. Oui. Et puis la première école, si je me dis, pour filles, c'était en 1918. Et d'ailleurs, madame, je la salue au passage, madame Zhourouniti, la docteur Zhourouniti, qui était ministre de la Culture, secrétaire d'État à l'Éducation, ministre des Affaires sociales, c'est une disciple de Ben Dadis. Voilà tout à fait Ben Dadis. Alors certains disent qu'il était contre il était pour la filiation, il était contre la révolution. Est-ce que vous avez le courage, Jamel Din, en 1937, de dire وَنْزُوزْ نُفُوسَ الْجَامِدِينَ فَرُبَّمَا حَيَّ الْخَشَبِ. Il s'adresse à une catégorie du peuple qui est Jamid. Et puis il dit وَقْلَعْ جُذُورَ الْخَائِنِينَ فَمِنْهُمْ كُلَّ الْعَطْرِ. أقلع جذور les racines. Arracher les racines. Arracher les racines. وَقْلَعْ جُذُورَ الْخَائِنِينَ فَمِنْهُمْ كُلَّ الْعَطْرِ. Et puis, alors là, encore plus fort, il s'adresse au colonialisme. Certains médias francophones, comment ils veulent réduire ce Ben Dadis à... Il coule وَأَذِقْ نُفُوسَ الظَّالِمِينَ. شكون كان ظالم في ذاك الوقت في جمال الدين؟ C'était bien le colonialisme français. Il coule وَأَذِقْ نُفُوسَ الظَّالِمِينَ. Et puis, donne même la recette. السُّمَّ يُمْزَجُ بِالرَّهَبِ. Il parle de terrorisme. Il parle de terroriser le colonialisme français. Oui. Mais cette personnalité très forte, très droite, selon tous les témoignages de gens qui l'ont connu, a finalement été récupérée par un peu tout le monde à contre-courant de ce qu'il voulait, bien sûr. Certains qui le font passer pour le fils d'un collaborateur
alors que c'est oublié que la plupart des caïds et des bachagas de l'époque en 1954 envoyaient leurs enfants au maquis. La plupart des grands révolutionnaires beaucoup de grands révolutionnaires avaient des pères comme Abdelhamid Ben Badis ils ont rejoint le maquis. D'autres ont essayé de le récupérer pendant le Hirak contre son propre peuple en créant cette fameuse association Badissiyine, nos femmes Bariyines. Pourquoi un tel usage contre une telle personnalité? Pourquoi vouloir en faire un tel fonds de commerce pour ou contre, généralement aux antipodes des thèses les unes des autres? Pourquoi? Oui, Jamal Eddin, mais auparavant, je voudrais juste rappeler qu'il y a eu quand même des chouhada parmi les oulémas, dont l'Arbit Bessi, qui était le président par intérim. Et oui, dont on ne connaît pas la sépulture jusqu'à aujourd'hui, il faut le rappeler. Absolument. Et il était le président de l'association des oulémas par intérim, puisque Cheikh al-Bashir Ibrahim, avec Cheikh al-Fawbil al-Wartilani, était au Caire. Et d'ailleurs, ils ont fait une réunion avec le trio du Caire, les trois chefs historiques, Ahmed Ben Bella Khidr, le manifeste à le Caire, qui a été lancé le Caire. Et puis, il était le président par intérim. En plus, il y avait Ahmed Reza Chouchou qui faisait office du recteur de l'Institut Ben Badis, Mahad Ben Badis. Le secrétaire général de cet institut, c'était Ahmed Reza Chouchou. Il a été assassiné, porté disparu jusqu'à ce jour. Suite aux événements de 56-57, l'assassinat du commissaire à Constantine, commissaire Marcelli Hadja Hadda, dans ce sens, et puis là, ils ont rappelé, et puis ils ont voulu à ces oulémas qui étaient francophones, qui avaient une culture. Là, c'était un danger pour eux. Et puis, il y avait un autre shahid, le secrétaire particulier de Ben Badis, en l'occurrence Bouchmel, Ahmed Bouchmel. Oui. Il a été assassiné. En plus de l'Amin L'Amoudi, les Skartoulk من قبل. Et puis, on a d'autres. Oui. Donc, quand même, alhamdoulilah, l'association des oulémas, 2 novembre 1954, l'appel a été lancé par Deshid Ibrahimi ou Cheikh al-Fawbil al-Wartilani من القاهرة et l'enregistrement Raoukaïd. Très bien, restez avec nous. Oui, finissez votre phrase. Parce que certains disent que l'association a regagné la révolution en 56. Le 2 novembre 1954, l'appel a été lancé, le Qahira. والتسجيل راه موجود. Ah, d'accord. Très bien. Alors, restez avec nous. Nous allons écouter l'ex-ministre de l'enseignement supérieur pour voir dans quels abysses profondes l'Algérie est tombée. Ce système qui prétend avoir Youm al-Ilm, la journée du savoir, dans un pays qui a été classé en 2021 seulement, lors du Forum économique mondial de Davos, à la 119e position en termes de classement mondial de l'enseignement. 119e. C'est incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Vous allez écouter ce ministre pour voir un peu dans quels abysses la culture et la science sont tombées. Écoutez, M. Hadjar. بكل موضوعية يعتمدوا أحيانا الجامعات الكبرى يعتمدوا لبري نوبل ومراكز البحث والجوائز. هل وش يفيدني أنا لنفرض أنه عندي في جامعة الجزائر واحد دا جائزة نوبل، ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10 وبيناتنا بالمناسبة جامعة الجزائر لو كان حبينا تولي في المية الأولى تكون في المية، لأنه عندها 3 جائزة نوبل منذ القديم، وجائزة نوبل حتى وتجيبها في 1910 يحسبوها لك. احنا ما حبيش نحسبوها مش تاعنا، كانت في عهد الاحتلال. Sadq Sallam, sur cet appel lancé depuis le Caire par les ulémas en 54, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, vous, l'historien? Je peux confirmer par le récit authentique
de la réunion secrète convoquée par le Cheikh Al-Arbi Tbessi à l'Institut Ben Badis le 2 novembre. Il a réuni tous les enseignants. Il leur a dit, il vous faut savoir que la mission des ulama est maintenant terminée. Ce sont les combattants des Aurès qui la continuent et ceux qui ont les moyens de les rejoindre, je les encourage à le faire. Ça, c'est confirmé par tous les enseignants, dont un qui est à Paris, justement où il a immigré après l'affaire du commissaire dont parlait notre ami, après l'enlèvement de le marhoum Abdelaziz Karouf, qui était le plus jeune enseignant de l'Institut Ben Badis, qui a immigré en France pour échapper à l'arrestation en 1957, où il est resté enseignant jusqu'à... J'ai appris sa mort il y a un an. Donc les ulama, ils avaient des objectifs politiques non déclarés, par réalisme, parce qu'ils auraient été interdits. Déjà, on a voulu leur interdire leur presse en faisant déclarer la langue arabe langue étrangère en Algérie en 1933 par le Conseil d'État. Et pourquoi? Parce qu'on voulait appliquer la législation très sévère contre la presse étrangère en France, les serbo-croates, les anarchistes, etc. Et en déclarant la langue arabe langue étrangère, on voulait interdire la presse des ulama qui constituait un danger à l'époque. Ensuite, moi j'ai le récit, le témoignage du regretté Cheikh Mahmoud Bouzouzou, qui est mort à Genève, et qui a été l'un des derniers visiteurs du Cheikh Memadis début avril 1940. Et il m'a décrit dans le détail, il m'a dit, je l'ai trouvé assis en tailleur sur une peau de mouton, la Hidora, et il a étalé devant lui les pages du Bassaïr blanche qui venaient d'être censurées. Et il lui a dit, cette fois, on arrive à la censure de la moitié des articles. La dernière fois, c'était le tiers. Peut-être que la prochaine fois, ils vont interdire le Bassaïr. Il a dit, je vais supporter ça. Et le cher Bouzouzou m'a dit, il s'est levé sur ses genoux, il lui a dit, mais si je touche à l'enseignement, je proclamerai le djihad. L'enseignement lui était beaucoup plus précieux que les journaux dont on pouvait se passer. Donc on a toutes sortes de témoignages concordants pour reconnaître le rôle de l'association des ulama dans la résurrection de l'âme algérienne que le colonialisme voulait tuer. Malik Ben Nabi a dit il faut que tous les théologiens de toutes les religions rendent grâce au colonialisme parce qu'il a prouvé, sans le savoir, l'immortalité de l'âme des peuples. Et Augustin Berg dit dans son rapport il y a eu 2 tentatives d'éditer qui ont toutes échoué. Il dit nous avions une politique berbère qui favorisait les parlers locaux, l'enseignement du dialecte dans les collèges et contre l'arabe classique. Et c'est quand les ulama étaient au courant de ces dessins du colonialisme, ils se sont jetés dans la mêlée pour défendre ce qui pouvait être défendu. Mais justement, Sadr Sedlam, pardonnez-moi de vous interrompre. Comment se fait-il que l'opinion publique algérienne soit si peu au fait de l'histoire du Dahir marocain, c'est la fameuse histoire du Dahir marocain, du Latif, comme on l'appelle par un autre nom, ou alors du complot de Mekla, qui procède du même complot berbère, comme on dit, fomenté par le colonialisme pour diviser les populations. Comment expliquez-vous que l'opinion publique algérienne ne soit pas informée de ces événements qui sont dûment établis par des arguments irréfragables par les historiens très sérieux, alors que l'opinion publique n'en a pas la moindre connaissance? Mais l'opinion publique, on lui sert que des polémiques stériles et inutiles, et c'est dû aussi au déficit, au retard des études historiques, qui ne sont pas encouragées. Si on veut faire le bilan du ilm en Algérie, il faut bien étudier les budgets de recherche et les difficultés
considérables, sont les chercheurs à achever leur thèse, à écrire des articles. La recherche jusqu'à... ça a été le dernier des soucis, surtout à partir de la décennie noire ou rouge. On avait toutes les énergies étaient déployées pour diaboliser les islamistes à qui on n'avait qu'un seul reproche, on leur reprochait d'avoir gagné les élections. Il n'y a pas de deuxième reproche acceptable. Et tous les budgets, c'était pour l'armement des milices, des patriotes, etc. Et on a la misère de l'université qui a été aggravée à partir de ces choix-là. Et il y a eu, le pétrole a atteint $150 par la suite, mais ça n'a pas suffi pour redonner les moyens aux chercheurs. Il y en a qui sont très méritants. Moi, je vois ceux qui arrivent à obtenir le visa et viennent en France. Ce sont de gros travailleurs, vraiment de mouchtaridines. Et donc, l'opinion publique, pour être éduquée, a besoin du savoir savant, des savants. C'est pas seulement les polémiques des politiciens ou des visions purement journalistiques, mais on n'a pas le passage des acquis de la recherche vers les médias et vers l'opinion en général est très difficile, on va dire. Restez avec nous. Concerne le livre, oui, donc, continuez. Moi, Oui, continuez votre pensée. Allez-y. Moi, je me souviens, le président Bouteflika est décrié surtout à cause de son frère, mais jusqu'à la fin, il exigeait de ses premiers ministres le maintien du budget qui permettait d'éditer au moins 1000 livres par an. Question aux organisateurs du FILA qui ont voulu interdire Bombadil et à la nouvelle ministre de la Culture, est-ce que ce chiffre des 1000 livres est maintenu? J'ai l'impression que non. Oui, mais la quantité ne veut rien dire, vous serez d'accord avec moi. Oui, mais quand si les soubassements culturels de tout le pays ont été sapés, minés, publier 1000 livres par an, ça dépend d'abord quel livre, en plus. Je vais vous citer... Non, d'abord c'est aux commissions des éditeurs de décider, mais quand on fixe un objectif à 4 chiffres comme ça, c'est déjà quelque chose de très positif. Et c'est nettement mieux que les gens qui maîtrisent le livre. Je vais vous citer un autre cas, puisqu'on parle du rapatriement des archives qu'on exige de la France. Il y avait des négociations qui n'étaient pas médiatisées dans les années 80. Et chaque année, il y a une délégation qui venait et qui rencontrait une délégation du ministère de la Culture. Parmi les membres de la délégation française, il y avait le conservateur de la Bibliothèque nationale, devenu BNF. Et il a invité à déjeuner à la Bibliothèque nationale toute la délégation algérienne. Il leur a dit, moi, je ne sais pas si ces négociations aboutiront un jour. Et en ce qui me concerne, la Bibliothèque nationale, je vous autorise à répertorier tout ce qui vous intéresse et intéresse l'Algérie, dans les fonds considérables de la BN de l'époque, et on va vous les microfilmer en échange d'un forfait symbolique. Ils se sont mis d'accord pour un forfait de 100 000 francs à l'époque. C'est-à-dire l'équivalent de 15 000 € aujourd'hui. Et ils ont eu, pendant 2 ans, des microfilms. La 3e année, on a supprimé ce petit budget. Et les archivistes qui m'ont raconté cette histoire m'ont dit que c'est le général Belkhir en personne qui a décidé d'affecter ce petit budget à l'achat des antennes paraboliques pour favoriser le trabendisme. Et c'est dire. Et c'est dire. Revendeurs. C'est dire. Donc voilà les priorités des décideurs algériens. C'est dire. C'est pas pour accabler la Belkhir, c'est son âme, mais c'était quand même un grand décideur. Oui, mais le choix de supprimer un budget pour obtenir de si précieuses archives et remplacer pour les achats de têtes paraboliques dont on connaît un peu les programmes généraux, hein, on ne va pas jeter la pierre à tout le monde. Mais restez avec nous, Sadr Sillam. Je reviendrai à vous pour un dernier tour de micro. Mohamed Lamine Chiban, j'aimerais vous poser une question précise. Qu'est-ce que veut dire réformiste? Qu'est-ce que veut dire
mouvement réformiste. L'Islah. Vous savez, si Jamal Eddin, retournez aux années 30, années 20. Alors, la population algérienne, elle était dans une situation vraiment où le din il commençait à disparaître progressivement. Et il n'y avait que certaines zawiyas, je précise, pas toutes les zawiyas, qu'il y a une zawiyas shura, qu'il y a une certaine zawiyas qui était vraiment contre tout ce qui bouge, contre tout ce qui doit changer. Il faut rester, ناكلوا القوت وننتظروا الموت. هذا كانوا يقولوا هذا قضاء وقدر. يعني هذا الاستعمار نتقبلوه. Et là, justement, Ben Badis, quand il est venu pour contrer cette idée-là. Et c'est de là où ça vient le réformisme privilégié que Jamal Eddin Afghani, justement. Mais là, je voudrais ajouter une chose à Jamal Eddin, si vous permettez, oui, à ce grand personnage, Abdelhamid Ben Oubadil. Il y a monsieur Ben Qadi, Allah yarhamou, qui était un ambassadeur. Il avait reçu une fois il a un document qui a été trouvé aux frontières tuniso-libyennes où il était décrit explicitement que Ben Badis était l'élément le plus dangereux qu'il fallait combattre. Et en plus, je voudrais ajouter une chose. Si Ben Badis était l'ami de la France, pourquoi la France à chaque fois lui censure ses journaux? Il y avait 7 ou 8 journaux. À chaque fois qu'il crée un journal, à chaque fois l'administration française, le Chihab, le Muntaqid d'abord, puis Chihab. Le Muntaqid, il a créé. En fait, on est plusieurs. Et puis, ce Ben Badis, les disciples de Ben Badis, l'Institut Mahad Ben Badis, les élèves comme l'a si bien dit Sisselam, justement, quand il a parlé de Ben Badis pour dire qu'il est temps de regagner la révolution, de préparer la révolution. Les grands généraux, je vous cite quelques-uns, le général Mohamed Alled, qui est encore en vie, qui était le chef de la première région militaire du temps de Houari Boumediene. Absolument. Le général Hashmi Hajr, qui était la 5e région militaire. Le colonel Mohamed Salah Yahyaoui, qui était connu, qui avait pris à ce moment le parti FNL et qui avait l'école Cherchel. Il était directeur avant d'être... Et j'en passe. Combien de généraux, général Mohamed Mouraba, ils sont très nombreux, ces généraux, qui étaient les élèves de Ben Badis. Et en plus, je voudrais ajouter une chose, vous avez parlé tout à l'heure de malheureusement, lorsque ربي بالأول آية تذكرها يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان. Vous voyez, et quand Francis Bacon يقول لي non pour admettre, mais je suis prêt ou contredire, pour peser le pour et le contre et réfléchir. يعني en 2022, comme vous l'avez dit à un moment, l'indice mondial du savoir en 2021, l'Algérie mondiale. Pour l'éducation, est en 19e. Est-ce que vous savez si je me dis, la meilleure université algérienne Mohamed Lamine Chibane, essayez de ne pas bouger. Il y a des coupures. Je crois que vous êtes en train de marcher. Essayez de rester en place. Oui. Alors, la meilleure université algérienne, elle est classée 1309e dans le monde. Oui. Est-ce que vous savez que l'Algérie ne figure pas dans le top 50 des meilleures universités africaines? Africaine, hein? Africaine. Dans le monde, on est 1309e. Je vous parle de cas en Afrique. En Afrique, on est classé, la première université algérienne est classée 52e.
Il y a eu le top 50, on ne figure pas parmi le top 50 des critères. Oui. Mohamed Lamine Chibane, je vous laisse entre les mains de la régie, il y a encore des soucis. Je vous reprends pour un dernier tour de micro. Sadr Sellam, c'est le dernier tour de micro en moins de 2 minutes, s'il vous plaît, pour dire votre sentiment sur ce qu'est devenu la culture, la science, le savoir dans notre pays. D'abord, pour la personne de Bambadis, elle mérite d'être regardée à travers les acquis de la recherche historique. Il ne faut pas qu'on la laisse entre les mains des polémistes et de ce que les gens, le Coran appelle « l'adine fi qulubihim maradun ». Et je cite un seul exemple, parce que c'est une institution algérienne en France. Vous avez le recteur de la mosquée de Paris qui a offensé la mémoire de Bambadis en le présentant comme l'ami, voire l'allié de Bernard Lecache, le fondateur d'une association sioniste. Or, ce clown de la mosquée de Paris, il a un gros budget de l'État algérien. L'a-t-on rappelé alors que ça s'appelle Institut musulman de la mosquée de Paris, où on a créé pour M. Ahmed Tabbas, qui a manipulé les fuites des sujets du bac pour prendre la place de Ali ibn Mohammed en 92, le clown de la mosquée de Paris lui a créé un conseil des sciences et de la culture, où il n'y a que des trafics de viande halal, du mouchardage, etc. Vous voyez comment un ministre de l'Éducation algérien s'abaisse pour rabaisser avec lui les sciences et la culture. Donc, moi, je ne connais pas tous les ministres, mais j'interpelle cet ancien ministre qui est rémunéré par un budget algérien, et le clown qui est à la tête de cette institution, il porte atteinte à la mémoire de Bambadis, dont il ignore tout le parcours, uniquement pour être présent médiatiquement. Donc, si on doit interpeller les pouvoirs algériens, c'est sur les millions qui sont attribués à cet Issaba, il n'y a pas d'autre mot, Issaba qui squatte la mosquée de Paris, la privatise et qui ne veut qu'occuper l'espace médiatique et prétend représenter les musulmans malgré eux. Et donc ce microcosme, ce échantillon du pouvoir algérien et des institutions algériennes en France permet de se faire une idée de toute la décadence dont vous parlez, le mépris de la culture, l'usage du religieux à d'autres fins, et l'instrumentalisation de tout et de n'importe quoi, fût-il sacré, fût-il très évocateur de la mémoire et de l'identité algérienne. Je vous propose de faire une série d'émissions sur ce clown de la mosquée de Paris. Moi, je pense comme vous que ce que se considère comme étant l'islam de France a vraiment besoin d'être nettoyé, d'être lavé à grand eau, un peu comme les écuries d'Augias. Je sais tout ce qui s'y passe et j'espère que nous pourrons faire une émission sur ce sujet ô combien intéressant. C'est le tweet de ce clown qui téléguide les journalistes. On a un déficit d'information sur des pratiques mafieuses à la Grande Mosquée de Paris. Merci Sadr Sellam, j'espère que nous pourrons y revenir. Mohamed Lamine Chibane, pardon, mais le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Si j'ai une proposition à faire aux autorités, nous avons un budget de l'éducation. وإحنا نحتفلوا بيوم العلم ورانا شفت كيفاش جو vous ai dit les chiffres اللي عطاونا les statistiques يعني la désolation d'un pays comme le nôtre. Si j'ai une proposition à faire, c'est de réduire le train de vie de l'État. C'est de compresser les ambassades et de compresser les ministères qui ne servent à rien du tout, de réduire ces budgets et de mettre cette différence au profit du budget de l'éducation. Il est vraiment regrettable que nous avons des
plus de 30 000 étudiants qui se trouvent en France. Plus de 30 000 étudiants se trouvent en France et plus de 15 000 médecins qui sont harboum la marginalisation. Alors, on coule, si jamais le signe, et je termine, Allahumma walli umurana khiyarana, wa la umurana shirarana. Et là, je voudrais ajouter une chose. Omar ibn al-Khattab, il dit La khayra fikum in lam taquluha, wa la khayra fina in lam naqbalha. Et là, je m'adresse aux ulémas qu'ils sortent de leur mutisme. À l'aube de ce 17 avril et du 18 avril, et je vous remercie encore une fois, si jamais le din, d'avoir pensé à ce sujet et de parler de Bendel. Merci, tout le mérite. On revient à Al-Magharibia et à sa ligne éditoriale qui consiste à commémorer autant que cela peut se faire la mémoire de tous les gens qui ont compté. Il n'y a pas très longtemps, nous n'avions pas commémoré malheureusement la disparition de Siel Harbi Tbessi, mais pas seulement, celle aussi du colonel Amiroche, du colonel Sil Hawass et d'autres dont nous regrettons de ne pas avoir pu honorer en temps réel au moment de la commémoration de l'anniversaire de leur disparition, leur mémoire. Merci à mes deux invités, Sahaf Torham. Merci à vous, chers amis. Sahaf Torkum, bqaw ala khair, bislama.